Donc, on terminerait la journée avec la deuxième artiste invitée, qui est Julie Delporte. Julie Delporte est auteure de bande dessinée, dont Journal en 2014 et Je vois des antennes partout en 2015. Elle est également blogueuse sur le site Le Dernier Kilomètre. Et chercheuse, elle a publié, dans le fond, je pense que c'est tiré de son mémoire, le livre La BD réalité, la bande dessinée autobiographique à l'heure des technologies numériques en 2011. Et finalement, elle est animatrice de radio dans ta bulle sur Choc FM. Donc, je te passe la parole. J'ai vraiment chaud, moi. Je ne sais pas si c'est parce que je suis stressée ou... Donc, avant qu'on m'invite à venir parler de mon travail, j'avais écrit à Marilyn en lui disant « Ah, je pense à vous soumettre pas un papier, mais une intervention qui s'appellerait quelque chose comme l'écriture en marge de la vie ou la vie en marge de l'écriture. » Et je vois que j'ai fait un gros lapsus parce que j'ai mis l'écriture et j'ai pas mis la bande dessinée. Je crois que c'est tellement mêlé dans ma tête les deux que je fais plus la différence. Donc, et puis du coup, je me suis dit je vais le garder comme fil pour parler de ce que je fais. Alors, pour moi, l'écriture et la bande dessinée sont complètement indissociables, en tout cas ma pratique est complètement indissociable de ma vie. C'est vraiment un va-et-vient, je pourrais dire analytique, dans le sens où j'essaye de comprendre ce qui se passe et du coup je le mets en dessin et en mots. Et j'essaye ensuite de regarder ce que j'ai mis en dessin et en mots, consciemment ou pas, et de comprendre la vie à partir de ça. Est-ce que... Ouais, ça marche. Je ne sais pas si tout le monde est familier un peu avec mon œuvre ici, mais je vais parler de 3 livres en particulier. Donc il y a mes 2 livres qui sont publiés dans un réseau normal de distribution qui sont Journal, qui est une compilation de 1 à 2 ans de journal intime que je tenais en ligne et qui a été compilé comme ça. Et le deuxième est une fiction, ça s'appelle « Je vois des antennes partout » et ça reprend la structure d'un journal aussi. Donc c'est le journal d'un personnage fictif. Et à un moment donné, il y a aussi des parties moins journaux, justement, dans le livre. Et le troisième livre que j'ai abordé, c'est le tout premier livre que j'ai écrit. Les gens le connaissent moins, il est petit comme ça. Il s'appelle « Encore ça » et c'était parti de vraiment... un besoin d'écrire l'histoire. En fait, ça raconte une histoire de traumatisme d'enfance qu'on peut appeler un abus sexuel, mais j'ai quand même parfois du mal à l'appeler comme ça. Je ne sais pas encore trop. Je dessine encore pour comprendre ça. Et donc, je vois des antennes partout. J'ai oublié de dire l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui ça va pas du tout, elle a des maux de tête, il y a des sensations physiques douloureuses, etc. Tout le monde sait pas ce qu'elle est, on lui donne des antidépresseurs et puis un jour elle se dit ah mais en fait je suis électrosensible, je sens les ondes du Wi-Fi, des téléphones cellulaires, ça me rend malade. Donc il y a une partie de la population qui se dit électrosensible. J'en reparlerai pendant mon intervention. Oui, et dans le sens, ça c'est encore dans ce livre-là, le va-et-vient entre la vie et... Oui, je voulais parler aussi du rapport entre fiction et autobiographie. Pour moi, on pose souvent des questions là-dessus dans les tables rondes, etc. Là encore, c'est comme la vie et la bande dessinée, les deux sont complètement interreliés. Voilà, c'est comme si c'était 2 faces d'une même pièce, comme si la fiction c'était le côté de la nuit, le rêve, et puis la vie était dans l'autobiographie ou quelque chose comme ça. Mais là encore c'est mélangé. Par exemple, quand j'écris cette fiction, je vois des antennes partout, je joue un personnage, c'est vraiment pas moi, je suis pas électrosensible, là elle a perdu sa mère, c'est pas du tout mon cas. Donc je joue quelque chose de très très fictionnel. Je dis je le joue parce que c'est une écriture au jeu, donc une écriture dans laquelle je m'incarne. Et par contre, parfois dans le livre, ça switch
où, par exemple, mon personnage, je me demandais bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, je sais pas quoi lui faire faire. Donc je me suis dit, il va partir à la campagne, et donc elle se retrouve à aller travailler dans une ferme où il y a des moutons. Ça, c'est des extraits du livre, et c'est moi-même, pour pouvoir écrire ça, j'ai été travailler dans une ferme avec des moutons, ce que j'aurais pas fait, je pense, si j'écrivais pas ce livre, en fait. Alors c'est comme si l'écriture aussi venait modifier ma vie. C'est pas juste la vie qui influence mon écriture, c'est vraiment dans les deux sens. Alors, ça, c'est des images du livre, donc j'ai mis ça comme c'est. Par exemple, j'ai découvert vraiment c'était quoi le rapport à nourrir des animaux. Je vous le conseille de le faire un jour. Ça, c'était la ferme, puis là, j'ai mis une petite pour détendre l'atmosphère. Voilà. Alors, aussi, quand j'ai écrit « Je vois des antennes partout », j'avais aucune idée de pourquoi j'écrivais ce livre. Donc, là, ce dont je vais parler, c'est essayer de comprendre pourquoi je l'ai... Parce que maintenant, je crois que je comprends. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. J'espère que ça vous intéressera. Je voulais commencer par lire aussi... Là encore, tout ce que je vais lire, ça vient de la littérature, mais pourtant, je vous jure que je lis de la bande dessinée plus que de la littérature, là, mais bon, aujourd'hui, c'était ça. Donc, en fait, déjà, juste son titre, Annie Ernaux, là, c'est comme mon mentor, un peu. Là. La compilation de son quarto s'appelle « Écrire la vie », donc ça va bien avec ce que je dis. Je voulais vous lire des extraits. Pourquoi elle explique que ça s'écrit, que ça s'appelle « Écrire la vie ». Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie, la vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance et la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. Je n'ai pas cherché à m'écrire, à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle, des événements généralement ordinaires qui l'ont traversée, des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître comme d'une matière à explorer pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Donc c'est vraiment... l'idée, c'est d'aller... C'est ça que je retiens de ce qu'elle écrit et qui anime un peu ma démarche, c'est d'aller du jeu vers le nous. C'est-à-dire que mon jeu n'est pas du tout isolant. Mon jeu cherche à créer un nous quand je parle de moi ou d'un personnage. J'ai aussi chez Annie Ernaux quelque chose qui m'obsède, c'est l'espèce de tentative qu'elle a de comprendre le moment qui a fait dans sa vie qu'elle a eu besoin d'écrire. Là, elle en parle dans plusieurs livres, mais là, j'ai retrouvé, c'était ces 2 années, 58-60, m'ont rendu écrivain, je crois, et 52, ce sont 2 abîmes. Alors, il faut avoir lu son œuvre pour comprendre. D'abord, 52, c'est son livre qui s'appelle « La honte », où elle raconte qu'un jour de colère, son père a littéralement essayé de tuer sa mère en l'étranglant. Donc, c'est l'événement le plus traumatique, là. Je pense qu'elle avait 12 ans. Et puis, 58-60, c'est l'année de sa première expérience sexuelle et 2 ans de boulimie, anorexie, etc., et la découverte, en fait, elle était assez libérée au début de sa sexualité. Et puis la découverte à l'époque, l'avortement était interdit et tout ça. Il y avait quand même une grosse structure patriarcale. Donc c'est la découverte que ce qu'elle faisait était peut-être honteux. Est-ce que c'était honteux? C'est l'année où elle a lu Simone de Beauvoir, etc. Et c'était ce rapport-là qui grandissait en elle. Donc chez moi, je me pose aussi la question de savoir où est le début de l'écriture, et c'est clair que c'est dans le petit livre dont je vous en ai parlé, encore ça. Voilà, je pense qu'on y revient après. Je crois que ça va vraiment être trop long, ce que j'ai préparé. Dernière chose, écrire n'est pas pour moi un substitut de l'amour, mais quelque chose de plus que l'amour ou que la vie. Donc je pense vraiment que l'écriture crée un espace en soi, et que ce n'est pas une thérapie pour aider à vivre, c'est vraiment la création de quelque chose en plus. C'est comme ça aussi que je l'entrevois.
Donc, comme je disais, aucune idée de pourquoi j'avais écrit Everywhere Antennas. Je ne savais même pas que j'étais féministe. J'ai écrit cette histoire vraiment comme ça. Et puis un jour, je tombe sur un article, parce que le livre est sorti en anglais d'abord, de cette femme qui s'appelle Tanner Oxman et qui travaille sur le féminisme dans la bande dessinée. Et donc, elle a écrit un long article qui était comme une révélation pour moi sur mon livre. Et il y a ce passage où elle dit Venturing out into the wood, the narrator turns from the modern world, evoking Thoreau and Perec, donc que je cite dans mon livre, as she roots for her own story. But she has no suitable, désolée pour l'accent, guide before her. How often are women discouraged for such lone adventures, warned instead of the hazard of venturing out on their own. Bon, je vous laisserai terminer, c'est en ligne si vous voulez. Donc c'est le passage qu'elle dit, à un autre endroit, je cite Perec, mais là je citais Thoreau. Et puis il y a cette phrase, mais je me souviens, en fait c'est comme si j'écrivais ça en l'incarnant, mais sans le ressentir. Il n'y a pas de femme solitaire, ni dans ma vie, ni au cinéma. J'ai parlé de l'inconscient direct, je pense. Ah, alors, là je vais trop vite. Donc toujours pour cette idée, je pense que j'ai besoin dans mon travail de me dire que quand je parle de moi, c'est pour parler aux autres. J'ai aussi des problèmes avec qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. Tout est mélangé dans ma tête. Et récemment, il y a deux théories qui m'ont aidé en fait, à me rapproprier la dimension politique de mon travail. Donc comme à habiter en fait, mon corps et mon identité d'auteur et d'auteur femme. Voilà, une manière de combattre le sentiment d'imposture qui va avec, et puis le sentiment de honte aussi. Je reviens à Annie Ernaux, donc ça, je pourrais le développer un jour, mais je ne la comprends pas encore toujours, cette honte. Donc, c'est les deux théories. La première s'appelle The Sad Girl Theory, la théorie de la fille triste, qui a été théorisée par Audrey Wallon, qu'on voit à l'écran, qui a un corps magnifique et qui s'en sert pour fait comme ça des photos où elle remet en scène des peintures où le corps de la femme était utilisé. Mais est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, alors bon, elle tweet ce genre de choses. Je vous laisse lire parce que mon accent m'importe pas grand-chose. C'est écrit en gros. C'est encore elle. Et elle, disons, voilà, je pense qu'on va dire ça d'abord. Moi, je vais le lire. Sad Girl Theory proposes that the sadness of girls should be recognized as an act of resistance. Political protest is usually defined in masculine terms as something external and often violent, a demonstration in the street, a riot, an occupation of space. But I think that this limited spectrum of activism excluded a whole history of girls who have used their sorrow and their self-destruction to disrupt systems of domination. Girl sadness is not passive, self-involved, or shallow. It is a gesture of liberation. It is articulate and informed. It is a way of reclaiming agency over our bodies, identities, and life. Et ben alors ça va créer des mouvements de ce genre quand Yann Ghomeshi a été déclaré non coupable. Il y a eu des sittings où des gens se sont assis pour pleurer. Voilà. Donc ça c'est la première. Ah oui, bah alors après il y a des autres gens. Elle s'appelle. Elle était longtemps anonyme, mais en fait elle s'appelle Melissa Broder. Elle vient de sortir un livre donc qui avait un Twitter qui s'appelle So Sad Today, où elle fait des blagues sur sa dépression. Donc ce sont des choses assez finalement ironiques, ce qui s'éloigne un peu de ma pratique, mais ça me parle quand même beaucoup. Voilà, ça c'est un dessin par exemple que j'associe avec The Sad Girl Theory. Je ne sais pas si c'est le plus marquant, mais c'était un des plus récents, donc je l'ai mis. C'est le moment où je commence à dire n'importe quoi pour que l'autre me repousse, pour que ça s'arrête de faire mal. D'abord, c'est un dessin que j'ai écrit dans la douleur. Et j'ai un dessin que j'ai écrit, waouh.
dans la douleur et dans la tristesse. Et, ça part du dessin aussi, ça part pas de l'écriture. Je pense que c'est important à dire, c'est que je me suis pas mise dans cette position-là, jamais. Là. C'est ça qui était... l'image de la femme renversée vient souvent dans mon travail. Mais voilà. Et après, je me sentais pas moins triste, mais peut-être plus en possession de ce qui se passait. J'ai aussi écrit un livre pour enfants sur la tristesse, où c'est une petite fille qui pleure sans arrêt et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Encore, donc ça ne concerne pas juste les jeunes femmes dans la vingtaine. Peut-être que ça concerne aussi les enfants. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. La deuxième théorie, c'est The Sick Girl Theory. Donc, ça vient après de Sad Girl Theory. C'est une femme qui s'appelle Johanna Edva, donc encore une américaine, qui est atteinte d'une... Je ne sais plus, elle a plusieurs maladies, c'est un peu l'horreur, en tout cas elle a tout le temps mal. Elle a notamment de l'endométriose qui lui fait vraiment mal, mais aussi d'autres choses, je ne me souviens plus. Et elle a commencé à écrire et à penser sa théorie. Elle habite Los Angeles pendant qu'il y avait les protestes, les manifestations de Black Lives Matter. Et elle ne pouvait pas, elle était comme clouée dans son lit, elle ne pouvait pas y aller. Et elle a pensé à... Est-ce que j'ai mis les citations? C'est encore elle? Ouais, elle a pensé à Hannah Arendt qui disait qu'il fallait aller dans la rue en fait, pour manifester. Et elle s'est dit, mais il y en a qui ne sont même pas capables d'aller dans la rue. Est-ce que ça fait de nous des êtres apolitiques? Puis de là vient toute une réflexion aussi sur la dimension de manifestation du corps et tout ça. En tout cas, c'est une autre théorie qui m'a beaucoup marquée. Est-ce qu'il y en a encore là-dessus? Ouais. Sick Woman Theory maintains that the body and mind are sensitive and reactive to regimes of oppressions, particularly our current regime of neoliberal, white supremacist, imperial capitalist, cis hétéro-patriarchy. It is that all of our bodies and mind carry the historical trauma of this. Elle parle de trauma. That is the word itself that is making and keeping us sick. Because once we are all ill and confined to the bed, sharing our stories of therapies and comforts, forming support groups, bearing witness to each other's tales of trauma, prioritizing the care and love of our sick, pained, expensive, sensitive, fantastic bodies, and there is no one left to go to work, perhaps then finally capitalism will screech to its much needed, long overdue and motherfucking glorious halt. Voilà, je ne veux même pas commenter. En fait, c'est juste que là, je ne sais pas si vous faites la connexion avec mon livre. Je vois des antennes partout où le Wi-Fi la rend malade. Mais moi, j'ai commencé à la faire. En tout cas, je vous conseille de lire son texte qui est assez long sur Internet. Ça, c'est vraiment juste un extrait où elle se met à dire tout ce que représente la femme malade, puis elle englobe tout, elle englobe les races, les couleurs de peau, les identités sexuelles. Elle dit, je ne sais pas si c'est là, mais elle dit que c'est aussi l'homme blanc qui fait un burn-out. J'ai mis ça parce que The Refugee, The Abused Child, je me suis dit, ah, c'est moi aussi, ok. Voilà. Ah, là, ça va plus vite. Je crois que c'est tout. Je ne sais plus, je suis perdue dans mes mots. Oui, donc du coup, je fais en effet le lien avec... je vois des antennes partout. Et je voulais du coup vous parler un petit peu de ce que c'est l'électrosensibilité. Ça, j'ai mis ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est un gars récemment, j'ai vu ça sur Internet, ça s'appelle Le Pharmacien. Alors, c'était assez long. Puis son point, c'était de dire que c'était toutes des dépressifs, puis que c'était n'importe quoi, qu'on ne pouvait pas sentir les ondes. Je dis, bah ok, mais tu sais, vraiment, tu veux passer... Je ne comprenais pas pourquoi il passait tant de temps à faire une bande dessinée pour dire que des gens étaient idiots, alors que lui, il ne ressent pas ce que les gens ressentent et qu'ils ont exprimé. Alors, je ne sais pas, c'était pas très... Mais tout ça pour vous dire comment c'est vu l'électrosensibilité. Je pense que c'est comme ça que c'est vu aujourd'hui. C'est des
des gens qui se plaignent pour rien puis qui sont paranoïaques. Ça, c'est une image d'un film qui est merveilleux, qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui s'appelle On des silences, de Carl Lemieux et David Bryant. C'est un gars de Godspeed, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Carl Lemieux, il fait du cinéma d'animation avec de l'image de la pellicule travaillée. Le film est très beau, c'est un film qui dure 20 minutes. Ils ont été plusieurs fois, c'est fou, parce qu'ils ont passé tellement de temps là-bas pour 20 minutes, dans une zone blanche aux États-Unis, qui est en Virginie de l'Ouest, qui est un endroit qui, pour des tests, là je crois que c'est expliqué, mais fait qu'il n'y a pas d'ondes du tout. Et il y a plein d'électrosensibles des États-Unis qui vont vivre là-bas. Et eux ont été passés tellement de temps avec les gens là-bas pour faire ce film. Et le film complète bien mon livre dans le sens où ils ont été chercher des choses que moi, je n'avais pas, qui est par exemple la description de comment ils se sentent dans leur corps, ces gens-là, comment ça chauffe à l'intérieur, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très abstrait et beau. Alors, on a parlé un peu, puis à chaque fois qu'ils présentent leur film, on leur demande « Mais c'est-tu vrai, cette maladie-là? Est-ce que ces gens sont paranoïaques ?» Et on a tous envie de répondre « On s'en fout, en fait, de savoir si c'est vrai ou pas. » Ce qui se passe, c'est qu'eux, surtout, c'est un documentaire, donc ils ont vécu à côté de ces gens-là et disent « Mais il y a une souffrance, c'est des gens qui, parfois, peuvent pas marcher. Il y a une souffrance qui est vraiment là. » Je suis un peu perdue. Bon, je sais plus. Je crois que j'ai un blanc. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions comme ça va être plus... J'ai tellement de choses à dire encore. Oui, okay. Est-ce qu'il reste combien de temps? Ah, oui, ça va, là. Non. Non, je vais me reprendre. On va passer à l'image suivante, puis je reviendrai si... Donc ça, c'était la zone blanche. Oui, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Et ils se sont rendus compte là-bas, ils sont allés, il y avait, je sais pas combien, j'ai oublié combien de personnes il y avait qui vivaient dans cette zone blanche, et il y avait genre 2 hommes pour 40 femmes. C'était en fait que des femmes, comme mon personnage. C'est très important dans ce que je vais dire. Ah, ça, je pense que je suis un peu mélangée encore. C'est quelque chose, pour dire que The Sick Girl Theory, je pense que ça vient de ça, elle ne le cite pas, mais j'ai trouvé cette citation de Socialist Patient Collective qui date des années 70 en Allemagne. Je ne sais pas si c'était des hommes ou des femmes ou les deux, mais qui disait « Illness is the only form of life possible under capitalism ». Voilà. Ça, c'est dans « Je vois des antennes partout ». C'est un moment où elle parle d'une image d'elle comme le moi malade, même dans la version anglophone, c'est The Sick Me. Donc c'est vraiment connecté à cette idée d'être malade. Ah, ça c'est encore là c'est la Sad Girl Theory. C'est en pleine nuit, j'ai un trou de tristesse à travers moi. C'est aussi dans Je vois des antennes partout. Et je pense que je fais des digressions. Je ne sais pas. Aussi, Je vois des antennes partout, c'est fou, en cherchant On des silences, le titre dont je ne me souvenais plus, de Carl Lemieux, je retrouve le nom de cet album qui est mon album préféré, j'avais jamais fait tilt, ça s'appelle Les ondes silencieuses. C'est de Colline, c'est vraiment beau. Et du coup, comme j'en étais à parler de ça, j'ai repensé aussi que j'écoutais en boucle cette chanson de Francis Cabrel quand j'étais petite. Ça dit « Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, il n'y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. » Donc je passe. Et plus loin, c'est « Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes et le soir, votre forêt d'antennes est branchée sur la solitude. » Donc, ça vient de loin, tout ça. Ça devient décousu, là. Je vais essayer de reprendre. Donc on en était à l'idée que la maladie, c'est la seule forme de vie possible sous le capitalisme. Et je vais vous parler de ce livre qui a... Annie Ernaux, elle parle, je ne sais pas où, de livres qui vous aident à vivre. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a aidé à vivre, qui s'appelle Thunder Point. Et c'est de Amy Berkowitz. Et là, il n'existe qu'en anglais, malheureusement. C'est une Américaine aussi, qui est assez jeune
et qui est atteinte de, c'est pour ça que ça s'appelle Thunder Points, de fibromyalgie. Donc c'est une maladie qu'on diagnostique. On ne peut pas faire de test pour savoir si elle existe, si c'est ça qu'on a, mais c'est un certain nombre d'accumulations de symptômes, un peu comme on détecte la maladie de Lyme, par exemple, qui fait qu'on va trouver que c'est ça. Et notamment, il y a 18 points dans le corps qui sont douloureux, qu'on appelle les Thunder Points. Donc ça, c'est comme ça rend les gens impossibles. Tout est douloureux dans le corps. Tout comme je vois des antennes partout, c'est une maladie qui pose question. Donc certains, de plus en plus, ça existe. Je veux dire, c'est un nom. Là, c'est un article qui est sorti. Et j'ai pas noté, mais je pense que c'est le New York Times. Là, ou, je sais pas si vous reconnaissez le site mieux que moi. Mais en gros, ça dit que voilà, le titre c'est Drug Approved, Is Disease Real? Donc il y en a qui disent là, c'est juste de la dépression. Mais bon, il y a quand même de la souffrance physique là derrière. Donc là encore, ça me pousse à faire un parallèle avec. C'est différent, hein, je dis pas que c'est la même chose, mais. Ça, elle cite un livre qui est ce livre-là, The Culture of Pain. Puis elle dit, c'est un homme qui l'a écrit, David B. Morris. Puis ça, c'est une citation de ce livre-là. Gilman, j'ai mal fait mes devoirs, je ne sais pas qui c'est. Shows us how female pain is regularly disregarded, discounted and dismissed, largely because it does not always conform to the clear organic model of appendicitis or a broken arm. Anything else is regarded as simply not pain. Gilman, in many ways, still half confined by the thinking that she attacked, once distinguished sharply in describing her own inlets between what she called physical pain and mental torment. C'est plus le début de la citation. Alors, elle aussi, dans le livre, elle cherche où est la clé du désir d'écrire, et en fait, c'est celle de comprendre. I can't resist the impulse to... Ah oui, I agree... je suis désolée. Hein. I agree that pain is something more... Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de traduction? C'est un peu tard pour le demander. I agree that pain is something more complex and unknowable than a puzzle, and yet, when it comes to the mystery of my pain, I can't resist the impulse to solve it. Donc l'écriture sert vraiment à ça, comme comprendre pourquoi elle a mal. Alors, un truc sur la fibromyalgie, tout comme la découverte que les auteurs de On des silences ont fait, c'est que il y a plus de 90% des patients de la fibromyalgie qui sont des femmes. Voilà. Donc là encore, ça se rejoint. Non, pardon. Voilà, alors là on arrive au moment du livre où j'ai mis des points d'exclamation. As I read more about the history of invisible illness, c'est comme ça qu'elle l'appelle, la maladie invisible, et c'est vraiment ce qui se passe dans Je vois des antennes partout. I'm surprised and amused to diagnose myself with hysteria. Donc, je pense qu'avec les recherches qu'elle fait, c'est ça, elle tombe sur Google sur l'hystérie. Et le fait qu'en fait, ces symptômes qui sont décrits étaient ceux qu'on classait sous l'hystérie. Là, j'ai écrit ces pages-là pour l'anniversaire d'un gros collectif de Drawing Quarterly. Donc là, elles sont sales parce que je les ai publiées en anglais. Les pages françaises ne sont pas nettoyées. C'est au moment... Donc, le livre « Je vois des antennes partout » était sorti, écrit, terminé. Il sort donc, et à ce moment-là, je commence à avoir des crampes, d'abord dans les bras. C'est ça que je raconte dans la bande dessinée. Ensuite, les crampes descendent dans les jambes, impossible de marcher. Là, je vais voir le docteur, ils sont affolés parce que c'est des symptômes de je sais plus, bref, de mort.
là, j'avais les jambes qui se tendaient, puis qui ramollissaient. Puis c'était comme vraiment l'horreur. Je passais 3 nuits à l'hôpital pour qu'enfin quelqu'un me dise... moi, je pensais que j'avais la sclérose en plaques. Pour qu'enfin quelqu'un me dise « Mais non, mais c'est de l'anxiété, là !» Donc, il y a une scène... il y a une scène, je sais pas, ah oui, il y a une scène où c'est ça, après ces 3 jours-là où finalement je vois un psychiatre et le psychiatre me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez un traumatisme? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je suis comme, bah là, je déménage, mon livre va sortir. Il me regardait, non, mais ça peut être il y a longtemps, ça peut être il y a longtemps. Puis sur le coup, j'avais vraiment pas été capable de me dire, ah bon, un truc traumatisant il y a longtemps? Est-ce que c'est ma rupture encore? Je sors de chez le psychiatre, je dis comme il y a longtemps, genre quand j'étais enfant. Donc voilà. Et tout ça pour dire que oui, c'est de l'anxiété. On m'a dit hypervigilance, anxiété, tout ça, blablabla. Et en fait, quand on Google, eh ben, ça s'appelait de l'hystérie. Tout comme la fibromyalgie, tout comme sûrement je vois tous les électrosensibles, le même genre de symptômes. Ça, c'est le début des planches. Je suis contente de l'avoir mis parce que ça me fait penser à ce qu'on a vu des pages de crémage que Sophie et Vincent ont dessinées, qui, paraît-il, était d'un rêve de Sophie, où je rêve que j'ai un pénis qui me pousse. Donc, c'est vraiment relié à la création dans ce rêve-là. Et en plus, mon docteur, c'est Jean-Christophe Menu, qui est quand même je veux dire, il a écrit, c'est d'abord le fondateur de la maison d'édition qui m'a le plus marqué en bande dessinée, l'association. Puis il a aussi écrit Livret de famille, qui est, je pense, pourquoi je fais de l'autobiographie, puis pourquoi je fais ça en bande dessinée, etc. Et c'est dommage que j'ai pas mis la dernière page, mais je refais un rêve avec Jean-Christophe Menu. Il m'enferme dans la chambre d'un grenier. Puis là, tout ce que je peux faire, c'est regarder le monde à travers une fenêtre qui est comme une case. Puis là, je suis comme de l'autre côté des voyeurs. C'est bon. Alors ça, c'est dans le livre Thunder Point. Donc elle parle, du coup, elle fait pas mal de recherches sur l'hystérie. Et puis, oh là là, ça va être long à lire tout ça. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Oui, en fait, elle explique aussi que de plus en plus, on se rend compte que les patients atteints de fibromyalgie, d'abord, sont tous traumatisés, il y a des problèmes de trauma, et ensuite, plus de la moitié sont des traumas d'abus sexuels. Et Freud, est-ce que je l'ai... Oh non, je l'ai pas mis, ça doit être là-dedans. Et Freud, en fait, au début, dans ses premiers écrits sur... Ouais, j'arrive à la fin. Je suis désolée, il n'y a personne après moi, je vais en profiter. Oui. Donc, dans ses premiers écrits, Freud disait que l'hystérie, c'était lié à l'abus. Mais en fait, après ça, il a écrit d'autres choses où il a dit ben non, en fait, ces femmes-là, elles inventent leurs abus sexuels. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et là, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y avait trop de... C'était pas possible, ça voulait dire que toutes les femmes de Vienne étaient abusées. Quelle image des hommes ça donnait, quoi. Donc il est revenu sur ces propos-là, après, c'est juste... Elle en parle. Donc, conclure. Bon, alors moi je pense que la conclusion de tout ça, c'est que heureusement que je dessine et que j'écris les deux en même temps, parce que sinon je serais malade en fait. Je crois que c'est ça. Mais comme je voulais le dire au début, il ne s'agit pas d'une écriture thérapique, il s'agit vraiment d'une écriture de résistance, une écriture donc qui est politique. Et tout ça, ça me ramène aussi, j'y ai pensé à la fin, je remets ça, j'ai pensé en préparant la conférence, que c'est mon mémoire de maîtrise qui est en ligne si jamais ça intéresse quelqu'un, mais il est vraiment plein de défauts, là, je ne l'écrirai plus comme ça. Mais j'avais utilisé beaucoup les techniques de soi de Foucault, qui sont en fait, lui reprend cette idée des Grecs,
c'est pas mal l'écriture, mais en fait, ça peut être n'importe quel outil qui va permettre de se rendre compte qu'on est... D'abord, de se rendre compte qu'on est modelé par des sociétés de pouvoir inconscients, et ensuite, éventuellement, d'y résister. Pas d'en sortir, parce que ça me paraît compliqué. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, parce que j'en ai trop dit. Mais si vous pouvez lire cette chose, c'est assez beau, parce que là, ça a l'air dur de parler que d'hystérie de maladie, mais en fait, ça parle de plein d'autres choses. Ça parle de noise music, parce qu'elle aime vraiment beaucoup ça. Ça parle de Brotignan, elle aime vraiment Brotignan, puis elle aimait vraiment Brotignan, elle était complètement fan, et elle découvre plus tard des écrits qu'elle considère misogynes, donc c'est assez drôle, de Brotignan. Et puis, voilà, c'est vraiment beau.